Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, le harcèlement sexuel, c'est une pratique qui est courante, aussi bien dans les administrations publiques que privées. Cette pratique est davantage présente partout où le contact est possible entre hommes et femmes. Mais cette réalité est également dénoncée dans les centres de formation, écoles et universités y compris. Alors, harcèlement sexuel en milieu universitaire, pourquoi tant de regain pour un vieux phénomène? C'est donc le thème de cette émission et pour en parler, quoi de plus normal, une femme et un homme sur ce plateau. Alors, Damas Tcheimoua, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes coach enseignant, mais aussi pasteur. Merci également pour votre participation sur cette émission et sur ce plateau. En face de vous, c'est Madame Djeki Esso. Elle est professeure de dessin, directrice du centre culturel à Kanga. Madame Esso, merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, le phénomène du harcèlement, monsieur Tcheimoua, vous pensez qu'il mérite véritablement qu'on s'y pense aujourd'hui? Oui, d'abord, bonjour. Et puis bonjour aussi à madame la professeure. Bonjour. Et puis bonjour à tous les amis qui nous suivent un peu partout. C'est un problème sérieux, le harcèlement sexuel. S'il faut dire, moi j'appelle ça un phénomène universel qui partout est en train de gangréner toutes nos administrations et surtout dans le monde universitaire. Ça prend un peu plus d'ampleur à cause de certaines choses qu'on aura le temps d'aborder ici et surtout à cause du manque de continence de certains enseignants, à cause du manque de maîtrise de soi. Certains enseignants tombent dans le piège et puis commencent par faire ce qu'ils ne devraient pas faire. On aura le temps tout à l'heure d'en parler, je crois, de long en large. Vous êtes enseignant et vous évoquez donc le rapport élève-maître pour ce qui concerne donc le comportement que l'on doit avoir face à ces apprenants. Alors, Madame Esso, voilà donc une préoccupation que le pasteur Tcheimoua estime essentielle et universelle. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ce phénomène? Surtout sa dimension universelle. Oui, on peut dire que ça existe dans tous les pays, ça c'est sûr, tous les continents. Je crois que personne n'échappe à ce problème. Maintenant, ce qui peut faire la différence, peut-être d'une zone à l'autre, ça peut être la réponse qui est donnée au phénomène. Et bon, vous avez parlé du fait que on dirait qu'il y a recrudescence actuellement. Je pense que c'est plutôt, il y a peut-être plus libération de la parole des cibles ou des victimes du harcèlement. C'est vrai que ça a toujours existé, mais qu'est-ce qui permet que ça perdure et que peut-être ça prenne de l'ampleur? À mon avis, c'est l'impunité des coupables qui fait que ça perdure. S'il y avait réellement... Parce que personne n'est discipliné, nulle part dans le monde. Ce qui permet aux gens de se discipliner, c'est la sanction. C'est la peur du gendarme. C'est clair. On voit bien même sur les routes, quand les gens sont rangés, c'est parce qu'il y a des policiers au bord de la route qui vont peut-être contrôler les pièces, qui vont regarder est-ce que vous avez la ceinture, est-ce que vous avez le masque. Tant qu'il n'y a pas ça, on fait ce qu'on veut. Donc, si les harceleurs n'ont pas eu jusque-là de réponse adéquate et très ferme... En termes de sanctions. Oui, eh bien, ils continuent. Et aussi, bon, les victimes, il y a un silence, il y a une autocensure, il y a de la honte aussi. Comment ça va être considéré? Il faut que certaines prennent le courage d'en parler pour que ça donne aussi la force aux autres de s'exprimer. Parce que c'est tout ça qui fait aussi un plafond de verre finalement.
Parce que celles qui ne souhaitent pas accepter ce genre de choses, eh bien, malheureusement, certains professeurs indélicats les sanctionnent avec des mauvaises notes non méritées, injustifiées. Alors justement, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas de façon globale aborder la question du harcèlement, il y a de façon spécifique que l'école et surtout l'université sont dans la ligne de mire. Alors, quand ça se passe comme ça, dans un lieu où on est parti pour acquérir la connaissance, est-ce que c'est à craindre? Bien sûr, c'est gravissime, puisque les enseignants sont... Normalement, ce sont des parents, ce sont des éducateurs. Qu'est-ce qu'ils envoient comme message quand ils se comportent de la sorte? Normalement, les étudiants devraient aller vers les enseignants pour avoir plus de conseils, pour avoir... Ce sont les gens qui les amènent, qui les moulent dans un canevas pour aller vers le monde professionnel, pour aller vers la vie. Et ils se comportent de la sorte. Vers qui on va s'adresser? C'est comme c'est comme les policiers véreux. Quand un policier est véreux, vous vous adressez à qui pour vous plaindre? Je trouve que c'est beaucoup plus grave quand ça vient d'un enseignant que d'une autre personne, d'un autre corps de métier. Alors, la balle est donc dans votre cas, professeur Tchéibouan, voilà donc des enseignants à la limite véreux qui ne participent pas à la construction sociale de leurs apprenants. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Au fait, il serait bon qu'on essaie de voir les situations qui créent le harcèlement. Donc il y a une situation Il y a des situations qui créent. Et les causes sont souvent regroupées en quatre grandes causes majeures. Premièrement, il y a les causes qui sont liées à la situation de travail, c'est-à-dire liées aux conditions d'études. Il y a aussi des causes qui sont liées à l'agresseur lui-même. Les causes qui sont aussi liées à la victime. Et puis, la quatrième cause, c'est l'existence de conflits. On peut essayer de les citer, de voir ces causes-là, pêle-mêle, pour voir quelle approche de solution. Alors, la situation du travail, c'est que l'étudiant doit être dans une salle de classe, dans un amphi, en face d'un enseignant, dans un groupe donc d'étudiants. Est-ce que là, vous pensez que cette proximité peut créer des conditions favorables au harcèlement? Oui, le cadre du travail permet des rencontres entre l'étudiante et son enseignant. Peut-être pour faire des recherches, ou pour préparer des exposés, ou que l'étudiante a quelques ennuis et veut des orientations de la part de l'enseignant. Alors, vous ne parlez plus d'amphi, mais vous parlez peut-être d'un rapport très proche. L'ensemble, c'est-à-dire les causes qui sont liées aux conditions d'études, c'est-à-dire à l'organisation, à l'université et à tout ce qui est lié au cadre du travail. On ne peut pas empêcher un enseignant, ce n'est pas que je dis en tant que harceleur, ça fait partie des choses que je défends, je combats ça en tant que pasteur, d'accord, et en tant que coach. Je mets toujours l'amour au centre de mes activités, même si c'est bon pour la jeune fille, ce n'est pas bon pour moi, d'accord. Donc, il y a la possibilité à l'étudiante de rencontrer l'enseignant en dehors des heures de travail ou des heures de cours. Mais il y a aussi cette cause-là qu'il ne faut pas sous-estimer, même si les enseignants ne jouent pas leur rôle de parent, comme l'a dit Madame tout à l'heure. Un enseignant est un parent avant tout. Et même si la fille est en quête de facilité, parce que la plupart des victimes sont en quête de facilité. On veut beaucoup plus de facilité dans les études. Même si la jeune fille est en quête de facilité, et c'est à ça qu'on assiste dans la plupart des universités. Chez nous ici, la jeune fille est en quête de facilité. Et parce qu'elle est en quête de facilité, elle cherche à aborder
l'enseignant d'une façon ou d'une autre. Et l'enseignant, la plupart des enseignants, bon, je ne dirais pas tous les enseignants, ou je dirais certains enseignants, font le jeu avec elle, ce qui n'est pas correct. Même si la fille est en quête de facilité, c'est à l'enseignant de lui dire, attention, nous sommes ici au rendez-vous du savoir. Et il est très important que tu puisses avoir la note que tu mérites. Il y a aussi d'autres situations qui... Oui. Le temps que vous évoquez, parce qu'on a parlé de l'état de l'agresseur, sa situation aussi, on va écouter Madame Messo par rapport à cette préoccupation, le cadre du travail. Est-ce que déjà, que ce soit dans l'amphi ou dans le bureau du professeur, est-ce que ce rapport peut amener un enseignant à chercher à abuser de son étudiante? Normalement, non. À mon avis, le harceleur a déjà cette... intention, parce que j'ai failli dire prédisposition, mais non, c'est une intention, et c'est quelqu'un, un harceleur pour moi, c'est quelqu'un qui a décidé de passer à l'acte, c'est tout. Et après, il va chercher ou créer une occasion d'obtenir ce qu'il veut, même si l'étudiante ne vient pas dans son bureau en particulier, il trouvera un moyen, même en amphi avec tout le monde, il trouve moyen de s'exprimer particulièrement à une personne. Vous avez été aussi étudiante, vous avez parcouru également les amphis. Est-ce que vous avez été victime? À l'université, non. Mais je ne sais pas s'il y a une femme qui peut dire qu'elle n'a pas été un jour la cible d'un harceleur. Mais moi, j'ai la chance d'être dans un domaine où je n'ai pas de... comment je vais expliquer ça? Je ne peux pas subir de pression. Je suis libre, je ne dépends pas d'un patron... depuis longtemps. Moi, j'ai fait histoire de l'art. Ensuite, j'enseigne le dessin, j'enseigne la musique. Personne ne peut faire de pression sur moi. Donc, j'ai la chance d'être dans un domaine où je peux facilement m'extirper de ce type de rapport-là. Mais ça existe beaucoup dans la musique, effectivement, enfin, dans l'art en général. Mais c'est pas... comment je vais dire ça? Moi, je pense que le harcèlement n'est pas lié à un corps de métier. Mais, parce que souvent, on dit que les artistes sont ceci, cela. Mais au contraire, dans le milieu artistique, il y a beaucoup plus de liberté. Mais il y a beaucoup de contacts dans au niveau les rapports. des artistes. Quand vous apprenez à danser, vous apprenez à chanter autres ensemble. Bon. Oui, même quand on dessine, par exemple, moi je me souviens en cours de dessin, quand j'étais moi-même étudiante, il y a des modèles qui viennent poser, qui sont nus, puisqu'on doit apprendre à dessiner l'anatomie, etc. Moi, je veux vraiment séparer le harcèlement du rapport de séduction, par exemple. Parce que tout à l'heure, monsieur parlait des filles qui cherchent la facilité et qui vont vers les profs. Pour moi, ce n'est pas du domaine du harcèlement, ça. Parce que... c'est la séduction. Oui, ou la recherche de la facilité. Oui. Parce que dans le harcèlement, il y a la notion de hiérarchie, il y a la notion de pouvoir sur quelqu'un. L'étudiante n'a pas de pouvoir de coercition sur le prof, alors que le prof, si. Le prof peut lui mettre une mauvaise note. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire s'il refuse? Elle n'a aucun moyen de pression sur lui. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et justement, je veux dire qu'il y a des corps de métier. Je parlais des modèles qui viennent poser, qui sont nus. Dans la danse aussi, les gens sont très libres avec leur corps. On pourrait comprendre que ça existe parce que le fait est que, comme vous l'avez dit, on est plus tactile, on touche les gens pour danser, même pour dessiner. On est obligé de montrer des gestes. Il y a aussi des croquis de mouvements, etc. Mais qu'est-ce qui peut amener dans un temple du savoir où vraiment chacun sait pourquoi il est là, il y a un temps donné de cours, à quel moment vous arrivez à introduire le fait de s'imposer à une étudiante? À quel moment? Moi, j'estime que rien ne favorise ça à l'université. Donc, c'est une volonté, une intention avec laquelle le monsieur est arrivé. Alors, ça m'amène justement à la deuxième cause. Vous avez parlé donc de l'agresseur lui-même, son état. L'enseignant qui se retrouve devant une étudiante, Madame Soy, estime que c'est déjà une intention préméditée. Et donc, s'il va harceler la fille, c'est qu'il veut passer déjà à l'acte. Oui, il est clair
qu'il faut qu'on fasse un peu la nuance entre la provocation de la victime et l'agression ou le harcèlement que le professeur met sur l'étudiante. Mais comprenons qu'il y a des terrains fertiles qui favorisent la chose. Lorsque la jeune fille vient, par exemple, avec une tenue sexy, elle vient en cours dans une tenue sexy et puis se place devant le professeur, elle provoque le professeur qui, s'il n'a pas la maîtrise de soi, va tomber dans le piège du harcèlement. Ah bon? Bien sûr. Je vous donne cet exemple. Il y a un doyen qui était en cours et qui enseigne la GRH. Et puis l'étudiante passait par tous les moyens pour le provoquer. Mais lui, il esquivait, il faisait tout pour éviter la jeune fille. Et puis la dame s'était bien préparée. C'était bien maquillée, très bien habillée, très bien endimanchée, sexy. Et puis, était en mini jupette. Et quand elle était arrivée en cours, était assise dans une position où elle faisait face à l'enseignant. Excusez-moi, elle n'avait pas de dessous. Donc les jambes bien écartées, tout ce qu'elle avait en dessous là, le professeur voyait tout de loin. Heureusement que le professeur n'a pas été embarrassé par cette crise de mentalité. Si le professeur n'avait pas surmonté ses sentiments, autre chose allait se passer. Et comme l'enseignant comprenait son jeu, il ne voulait pas tomber dans ce piège. Et puis, il a commencé par... il a changé le cours, d'accord? Il a ouvert juste une petite fenêtre là. Et il a commencé par dire de toutes petites histoires, juste pour voir comment faire pour ramener cette fille sans que ses amis ne s'en rendent compte. Et puis, il avait dit une petite anecdote. Et pour finir, il dit, mais toi, ferme la fenêtre, non? Ferme la porte. Parce que si tu laisses la porte ouverte, les microbes et autres vont pénétrer. La dame a compris que c'est d'elle que le monsieur parlait. Elle a fermé ses jambes et ne s'est plus jamais rapprochée du professeur. Et le monsieur en parlait pour montrer comment est-ce qu'on peut être induit dans le harcèlement. Si lui, il n'avait pas eu cette continence, cette maîtrise de soi, il allait faire le jeu avec la fille. Il n'y a pas d'autre nom qu'on peut attribuer à ça si ce n'est pas le harcèlement. Alors, Madame Dessau, vous n'êtes pas pratiquement d'accord. Il y a que en 2017, la ministre malgache de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire aussi a sorti une note pour demander aux étudiantes et aux élèves de revoir leur tenue. Est-ce que la tenue peut être une cause du harcèlement? C'est possible, mais quand on sait qu'il y a des personnes qui sont en tenue totalement neutre, totalement décente, qui sont aussi harcelées, je dirais que ça peut être un élément, mais ce n'est pas l'élément principal. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'exemple que M. Tcheimoua vient d'évoquer pour dire que la fille est beaucoup plus en cause à ce niveau? Pourquoi? Parce que là, on n'est pas face à un cas de harcèlement. C'est-à-dire que si elle fait ça et que le professeur accepte d'entrer dans son jeu, ils auront une relation. Il n'y a pas de harcèlement qui entre en ligne de compte, puisqu'il ne sera pas en train de la contraindre.
C'est quand il est... quelle est la différence entre la drague et le harcèlement? Quand quelqu'un drague et que la personne refuse, et que lui aussi, il laisse tomber, c'est fini, il n'y a pas de problème. On a le droit de draguer, on est libre de draguer, de s'exprimer, d'exprimer une attirance qu'on a envers quelqu'un. Ça, ce n'est pas du tout répréhensible. Le problème intervient quand la personne en face refuse et vous insistez. Et ça devient des pressions, ça devient des menaces. C'est là où le harcèlement intervient. Donc, pour moi, l'exemple que le professeur a donné, ce n'est pas du harcèlement. Surtout qu'en plus, on peut considérer qu'en effet, il y a des étudiantes qui peuvent harceler le prof, c'est-à-dire mettre la pression pour le séduire. Mais elle encore, il a bien précisé que suite au blocage du prof, elle a renoncé. Elle n'a pas continué ses manœuvres. Donc il n'y a pas du tout de harcèlement, ni d'une part ni de l'autre. Donc vous pensez que cette provocation peut être tolérée? Moi je mets ça, bon évidemment c'est totalement déplacé comme comportement, mais je mets ça sur le même plan que le dragueur qui s'exprime et l'autre personne dit non, il laisse tomber. C'est pareil, elle a voulu faire quelque chose envers le prof, il a dit non, elle a laissé tomber. Donc il n'y a pas de... Pour moi, jusque-là, à part qu'elle a fait ça de très mauvaise manière, pour moi, jusque-là, il n'y a pas de harcèlement. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de harcèlement. Alors, la question de l'existence comme cause du harcèlement, Oui. vous l'avez évoqué. Comment ça s'explique? Avant de revenir sur la question De l'existence du conflit, je reviens encore sur ce que madame a dit, sachant bien que le harcèlement, à cause de la loi ici, chez nous au Bénin, il y a une loi, la loi, je crois, 2006-19, qui porte sur les violences du genre, est assortie de peine. Et peut-être que si l'étudiant sait qu'il y a une telle loi répréhensible et que l'étudiante veut provoquer juste pour faire du mal à son enseignant, ces cas-là sont légion à l'université où la fille est placée juste pour piéger. Et dès que tu es piégé, si la fille ne dénonçait pas, on dirait qu'il n'y a pas de harcèlement où vous êtes entendu. Mais pourquoi ne pas attendre que la fille finisse d'abord ses études? Même si tu as des intentions, des intentions intimes à son égard, pourquoi ne pas permettre qu'elle sorte d'abord de ses études? Mais vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres dragueurs dans le milieu, non? Oui, même s'il y a d'autres dragueurs, la fille, elle est venue pour étudier. Permets-lui d'abord de finir ses études. Parce que cet acte peut avoir beaucoup d'autres conséquences. Parce qu'à cause certes, on n'est pas encore en train d'aborder les conséquences de l'acte, mais ça a beaucoup de conséquences tant sur la fille, sur ses parents, sur l'université et même sur la société. On va revenir sur ces aspects. Donc, à cause de ça, on ne doit ni tolérer ça au niveau des enseignants, mais aussi, il faut aussi qu'on mette l'équerre sur le comportement des jeunes filles. Parce que si on ne met pas l'équerre sur le comportement pour quadriller un peu leur comportement, ils seront en train de provoquer. Et la cohabitation, la coexistence va toujours créer de tout petits accrochages des situations sentimentales du genre. Maintenant, pour les causes de l'existence du conflit, comment ça se passe? Je suis en ressources humaines, je sais bien ce que je dis. Soit, ce sont de toutes petites situations que la fille a avec d'autres personnes. Et elle vient pour se confier à l'enseignant, pour dire, voici, s'il vous plaît, il y a telle situation, j'ai besoin
de vos conseils. Ou que peut-être la fille a des situations conflictuelles en famille. Et quand elle vient, peut-être tu vois la fille qui affiche une timidité en cours. Ça oblige l'enseignant, en tant que psychopédagogue, à se rapprocher d'elle pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu as des ennuis aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se passe? Surtout dans des classes restreintes. Je ne parle pas des amphis, des théâtres où il y a un nombre pléthorique. Dans des classes restreintes où l'enseignant a affaire avec un petit nombre restreint et il connaît le comportement de chacun des étudiantes. Dès qu'il arrive en cours et qu'il voit que voici, cette fois-ci, cette dame a affiché ce comportement, il est obligé de se rapprocher en tant que pédagogue. Et lorsque la chose prend d'ampleur, moi j'ai vécu de ces cas. J'ai vécu de ces cas. Vous avez cédé? Non, je suis pasteur. Ça ne vous discute de rien? Ça ne discute de rien. Parce que j'ai mon image à préserver. J'ai mon image. Et mon image me vaut. Ça vaut ma personne. C'est pas parce que vous êtes sur ce plateau que vous le dites. Non. Et je défie quiconque. Je peux vous donner le numéro qui vous appelle pour vous dire que voilà, que monsieur de Damas en cours m'a dragué ou du coup m'a dragué. Vous ne le trouverez pas. Il y a aussi les difficultés familiales et les difficultés financières. Et quand la fille a des difficultés financières, elle cherche souvent cet enseignant-là qui est un peu plus ouvert. Mais pourquoi ne pas se rapprocher de ses camarades étudiants? Ou bien des enseignantes femmes? Oui, vous voyez, c'est vrai. Pourquoi ne pas se rapprocher dès que l'étudiant sait peut-être que mon camarade n'a pas un pouvoir financier pour pouvoir répondre. Il ne peut pas jeter un regard sur mon problème et de le lui poser. Et vous savez, la plupart des filles ou certaines filles ou certaines ont des ennuis de se rapprocher des enseignantes femmes. Le boulevard est beaucoup plus ouvert envers les hommes. Et ça crée ce qui ne devrait pas se faire voir. Alors, Madame Bressot, il y a plusieurs points sur lesquels je vais vous interpeller au vu donc de l'intervention du professeur Tchaïmoa. Alors, la situation de ces filles qui sont mises en relation pour piéger des enseignants. Comment vous trouvez ça? Totalement répréhensible. Mais c'est dans quel but? Qui les a mis là? C'est un complot? Parce que ça ne manque quand même pas. Oui, mais c'est d'où ça vient? Je veux dire que est-ce que c'est elle-même qui veut se venger de quelque chose ou bien c'est quelqu'un qui l'a commandité? Mais c'est qui? Pourquoi? Enfin, je trouve que c'est pas très clair. Ou bien ce serait la vengeance d'un collègue? Parce qu'il le dit, c'est dans leur monde d'enseignants que ça se passe. On va en parler maintenant. La situation de vulnérabilité des femmes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pourquoi ne pas se rapprocher des enseignantes femmes ou carrément de leurs camarades étudiants pour poser leurs problèmes plutôt que de se confier à un professeur vis-à-vis duquel on est dans une position quand même plus ou moins faible. Mais est-ce que vous pensez que c'est condamnable, leur attitude? Bien sûr. Si elles se mettent en situation de piéger un professeur, ça c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible. Parce qu'en effet, ça peut cibler une personne qui n'aurait jamais eu l'idée d'aller vers une étudiante dans ce but-là. Et puis, bon, il a été provoqué, il peut succomber, ça peut se comprendre. Mais pour moi, c'est différent de celui qui activement traque des étudiantes qui ne lui ont rien demandé. Il y a des étudiantes qui font même tout pour ne pas se faire voir. Moi, je suis confrontée, je fais souvent des interventions dans des écoles supérieures auprès des étudiantes, des filles. On m'invite souvent à prendre la parole à l'occasion du 8 mars. Et elles sont extrêmement... il y a beaucoup d'autocensure.
elles se cachent derrière leurs camarades garçons. Elles n'ont jamais d'opinion. Elles n'ont rien à dire dans les débats. On demande de s'exprimer. Elles ne lèvent jamais la main. Elles se cachent littéralement. Et juste pour que le prof ne la distingue pas. Bien sûr, pour éviter d'être harcelée, parce qu'elle est venue étudier et qu'elle n'a pas envie d'avoir des problèmes. Mais si le prof harcèle celle-là, il va dire qu'elle l'a provoqué comment? Ça fait partie des conséquences du harcèlement. Vous pensez que ces filles-là, demain, peuvent être des personnes, en tout cas, d'une certaine envergure dans la société? Oui, si en adoptant cette stratégie de camouflage, ça lui permet d'arriver jusqu'au bout de ses études, elle peut continuer et s'épanouir dans la société. Elle se forge là une personnalité timide. Mais bien entendu, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Puisque en face, elle a peut-être... Parce que celle qui se comporte comme ça, c'est souvent face à un professeur qui est déjà connu comme prédateur. Et oui, donc, comme peut-être elle-même n'a pas été victime, c'est ce que je reçois comme témoignage. Elle-même n'a pas été victime, mais elle a vu, elle a constaté auprès d'autres camarades. Donc, pour éviter, elle se cache. Ça nous plonge dans les conséquences de cet acte-là, vous l'avez évoqué, par rapport à l'université, dans un premier temps, aux familles des deux côtés, surtout de la jeune fille, et maintenant la société en général. Voilà un cas essentiel qu'elle vient donc d'évoquer, des personnalités refoulées, simplement parce qu'elle a eu le temps de se cacher tout le temps durant son parcours universitaire, et puis après, quand elle finit ses études, elle n'arrive pas à s'affirmer dans la société, simplement parce qu'elle avait eu peur d'un harceleur. Professeur, est-ce que vous avez noté également ces fusillades à la limite? Oui, au fait, je voulais corriger quelque chose. Aucun enseignant ne vient à l'université pour être un prédateur. Aucun enseignant, puisque c'est son job. Il vit de ça. Non pas que je défends la communauté universitaire. Il y a quand même un adage qui dit que c'est une compensation financière aussi, parce qu'on comble une partie des salaires avec les étudiantes. Oh non, je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Aucun enseignant en amont ne vient avec cette idée dans la tête. Maintenant, les conséquences sont très grandes. Mais avant d'aborder les conséquences, disons que le harcèlement, c'est vrai, ça existe, mais ça dépend aussi de l'éducation de la jeune fille. J'ai appris d'une fille, je la connais très bien. C'est une fille qui a eu le brevet et puis le bac dans mes mains en tant que pasteur. Elle était partie à Porte-Nouveau. Et l'un de ses enseignants avait fait le déplacement pour aller jusqu'à Parakou pour voir sa maman. La maman de la fille? Oui, pour dire, mais je veux voir celle qui a donné ce genre d'éducation à cette fille. Elle est imperturbable. Tout ce qu'on fait contre elle, il n'a pas été explicite. Moi, j'ai compris. Et la maman aussi a compris. Et la fille avait gardé sa virginité toutes les années, les 4 années qu'elle y a fait sur le campus. Elle était sortie du campus vierge. Non pas qu'il n'y avait pas eu des intentions à son égard, mais elle avait la manière pour répondre et pour s'opposer aux enseignants. Alors, quand vous parlez d'éducation, est-ce que c'est celle religieuse? Parce que vous avez dit qu'elle a eu ce diplôme-là dans votre main en tant que pasteur, vous l'avez précisé. Est-ce que c'est l'éducation religieuse ou l'éducation sociale? Les deux vont de pair. Il faut l'éducation sociale, il faut surtout aussi l'éducation religieuse, que la jeune fille sache que son corps est saint. La nudité est sacrée.
Et il faudrait préserver sa nudité. Donc, la jeune dame a tout fait pour ne pas céder à ces gens de harcèlement. Et c'est une jeune fille qui est très intelligente. Il est vrai que les harceleurs, les professeurs harceleurs, maintenant, c'est vrai que le truc a tendance à diminuer un peu à cause de la répression. Ça a tendance à diminuer un peu, parce qu'on sait que si jamais tu te lances sur cette piste et qu'on mettait la main sur toi, tout le monde sait qu'aujourd'hui, à cause de la répression, la peur du gendarme a fait qu'aujourd'hui, le mal a tendance à diminuer. Mais les conséquences sont lourdes. Il y a beaucoup d'étudiantes qui, à cause du harcèlement, ont été obligées de changer de filière. On change de filière et par moment, ces professeurs, ces enseignants harceleurs suivent des yeux l'étudiante là dans l'autre filière ou dans l'autre faculté. Au point où il y a beaucoup d'étudiantes qui ont cédé. Il y a eu des abandons. Ça a rongé progressivement la vie de beaucoup de victimes. Il y a eu des échecs répétés. Ça sape leurs études. Il y a eu des abandons. Ça hypothèque même l'avenir. Ou ça a hypothéqué l'avenir de beaucoup d'étudiantes. Avec beaucoup de séquelles, que ce soit émotionnelles, physiques, psychologiques, que cela a laissé, et des fois même des séquelles incurables, en dehors du fait que ça donne une mauvaise image, non seulement du harceleur, mais aussi de l'université. Parce que dès que des enquêtes sont mises sur pied et qu'on met la main sur toi, c'est que ton nom sera cité, non seulement dans les journaux, mais sera publié dans l'université. Donc ça donne une mauvaise image, non seulement de l'enseignant. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que j'ai mon image à préserver. Mon nom, Kéimoa, m'est trop cher. Donc, il y a cette image-là, l'image de l'institut ou de l'université, mais aussi pour ces filles qui ont été harcelées et qui se sont tues et qui ont bénéficié des faveurs, leur niveau de formation est au rabais. Donc, ce qui fait que les gens sortent du savoir, du rendez-vous du savoir, ils s'en vont à l'université, mais sortent avec un niveau un peu plus bas, parce qu'ils ont cédé au harcèlement et ont obtenu certaines faveurs qui leur ont ouvert les portes du succès. Madame Besso, voilà donc autant de paramètres évoqués par le professeur Kéimoa liés donc aux conséquences du harcèlement, et je vous ai vu acquiescer beaucoup sur certains points. Ça voudra simplement dire que vous en savez aussi quelque chose. Mais avant de revenir aux conséquences, est-ce que vous pensez que l'éducation, tant religieuse que sociale, peut vraiment préserver la jeune fille du harcèlement? Bien sûr, absolument. Parce qu'il faut que la jeune fille apprenne à se défendre, à se battre et surtout à ne pas céder à la facilité. Parce que la solution, c'est vrai, il y a des difficultés financières, mais la solution, ce n'est pas le professeur ou comme on appelle les notes sexuellement transmissibles. Ce n'est pas ça la solution aux problèmes financiers. Il y a des jeunes qui se battent sans céder à ce genre de choses. Donc ce n'est pas de la magie, tout le monde peut le faire. Donc oui, l'éducation est le nœud. Il faut absolument que la jeune fille sache que quand on a des difficultés, ce n'est pas aller tendre la main vers un garçon qui est la solution. Elle doit chercher des solutions ailleurs. Elle doit garder sa dignité. Elle doit savoir que c'est le travail qui paye, c'est le travail qui produit de l'argent. Ce n'est pas tendre la main à un garçon qui est la solution.
Alors, pas du tout. Je vous ai vu donc tout à l'heure hocher la tête simplement pour dire oui, je suis d'accord avec vous, professeur, à propos donc des conséquences, surtout l'abandon scolaire, les ruines au plan psychologique, moral et également les séquelles à vie, des séquelles incurables, tel que le professeur l'a dit. Est-ce que vous avez eu des gens qui ont connu ces genres de situations liées au harcèlement ou carrément vous avez noté dans la société de ces genres de personnes? Bien sûr, il y a des jeunes femmes qui ont du mal après à avoir une relation normale avec quelqu'un parce que traumatisées par ce type de comportement pendant leurs études. Ah bon? Tout à l'heure, on parlait du dragueur normal, je vais dire, qui cherche à se rapprocher, mais il peut être repoussé uniquement par traumatisme de la jeune fille alors qu'il n'a rien fait de mal et qui n'a pas de mauvaises intentions et qui n'a même pas l'intention de la harceler si elle n'est pas d'accord, parce que c'est vrai que la ligne, c'est difficile, hein, la frontière est difficile entre la personne qui insiste et la personne qui harcèle, puisque le dragueur peut être refoulé et insister parce qu'il veut vraiment cette personne-là et parfois ça a pu aboutir aussi à des mariages. Mais en effet, il y a des femmes qui sont passées peut-être à côté de l'homme de leur vie par ces séquelles psychologiques-là, parce qu'elles voient tous les hommes comme des prédateurs ou des pervers ou des gens qui ne sont pas sincères. Et elle se dit, oh, celui-là, elle va toujours revoir l'image de peut-être celui qui l'a traumatisé durant ses études et elle va repousser celui-là qui est de bonne foi. Ça arrive. Aujourd'hui, quand on se rapproche à l'université, c'est quand même après 18 ans pour la plupart, sinon 17 ans ou 16 ans pour les surdoués à la limite. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit quand même avoir un peu de bémol parce qu'il y a des professeurs, on ne le dira jamais assez, qui ont fait quand même de leurs étudiants leur épouse aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, qui sont quand même de bonne foi à un moment donné, mais l'étudiant peut prendre ça déjà comme du harcèlement entre griffes ou c'est de façon consentante que ça se passe. Moi, je pense qu'une femme sait toujours si c'est de la drague ou du harcèlement. On le sait, même quand on est jeune. Ah bon? Oui, je ne parle pas tout à l'heure, je parlais de celles qui sont traumatisées, qui peut-être n'ont plus une capacité de discernement à ce niveau. Mais une femme normale, on sait si c'est un dragueur juste parce qu'il est intéressé ou si c'est un harceleur. On n'est pas obligé d'entamer une relation au moment où la personne manifeste de l'intérêt. Tel que monsieur le disait tout à l'heure, il peut dire à l'étudiante, bon, finis tes études d'abord, il va attendre qu'elle sorte du milieu scolaire ou universitaire. On peut attendre, on n'est pas pressé là. Lorsque vous visiez tout le gibier, vous n'arrivez plus à l'atteindre. Non, pourquoi? C'est-à-dire qu'il a parlé de l'exemple de la jeune fille de Parakou là. On peut être dans une relation qui reste platonique, on peut même déjà être engagé avec la personne, mais attendre, dire que bon, pour ce que nous voulons faire là, c'est peut-être dans 2 ans. Mais on est déjà dans un processus, la personne peut même voir ses parents, le professeur en question peut même voir les parents de la jeune fille, mais dire ce n'est pas maintenant, ce n'est pas tout de suite. Et il peut commencer à entamer le processus. On a quand même des processus traditionnels. Il peut même commencer avec la dot et tout, mais attendre la fin de ses études. L'université, ça ne dure pas 20 ans quand même. Ils peuvent attendre. Pour ça, moi, relation éducative, ça revient donc au devant. Vous avez, à la limite, accusé ses collègues à vous, mais qui n'arrivent plus à se contenir face à ces créatures que Dieu a mises à leur disposition pour qu'ils puissent les guider. Mais malheureusement, ils en deviennent des proies faciles pour ces enseignants-là aujourd'hui. Et si vous avez quelque chose à recommander dans ce sens-là, pour que chacun puisse quand même assumer sa responsabilité au devant de la société. C'est pas facile. J'ai beaucoup pensé à la chose et je me suis dit l'éradication serait difficile du jour au lendemain. Pourquoi? Mais on peut essayer de repousser les frontières du mal. Mais penser à une éradication subite,
ça serait difficile. Mais on peut essayer de lutter parce que c'est comme une cellule cancérigène. Si vous la combattez d'un côté, ça peut repousser ailleurs. Ça peut encore repousser ailleurs, où les gens peuvent développer d'autres stratégies. Il faut sensibiliser. Ça n'a pas trop duré déjà? Non, ça ne peut pas trop durer à cause du phénomène, à cause de la situation. Ça ne peut pas trop durer parce que l'homme est pervers. Aussi, de nature. Aussi longtemps que la perversité de l'homme ne serait pas combattue, il serait difficile de penser à éradiquer ou à mettre fin au mal. Il faut qu'on continue par sensibiliser, mais surtout amener, par passer à l'applicabilité des tests. La plupart du temps, nous votons beaucoup de tests qui restent dans les placards. Il faut faire sortir les tests et commencer par les appliquer. Quand on va commencer par appliquer les tests, ça va diminuer un peu. Et ensuite, il faut aussi voir comment faire pour essayer de raisonner un peu nos enfants. Que la sensibilisation commence depuis la maison. On va arriver tout à l'heure à cet aspect des choses, la responsabilité parentale dans l'éducation des enfants. Mais est-ce que vous pensez, vous avez vécu à l'extérieur, l'application des tests, ça peut être une solution? Bien sûr. Puisque parfois on se plaint parce qu'on dit il faudrait légiférer, il y a eu tel problème. Bon, c'est un peu... C'est un peu le mal qui existe par exemple en France, le pays que je connais le mieux. À chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un assassinat ou un accident grave ou quoi que ce soit, tout de suite, il faut prendre une loi, il faut faire... Mais toutes ces lois existent, il faut commencer par les appliquer. On ne peut pas à chaque fois... C'est le sport national en France. Prendre des lois, à chaque problème, sa loi. L'application est très importante, bien sûr. Maintenant, nous sommes dans des sociétés patriarcales, pour revenir au problème du harcèlement. Donc, ce sont les hommes qui ont la main mise sur tout, c'est eux qui prennent les lois, c'est eux qui les appliquent, et ainsi de suite. Donc, je pense que nous, les femmes, c'est à nous aussi d'organiser la résistance, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je m'explique. Par exemple, les femmes enseignantes, c'est à nous aussi de faire preuve un peu plus de solidarité avec nos jeunes filles. Il faut les mettre en confiance, qu'elles sachent qu'elles peuvent aller voir des femmes qui peuvent les aider. Qui est cette notion de sororité? C'est-à-dire, il y a les grandes sœurs, il y a les tantes, il y a les mères, les grands-mères. On peut les voir, même qu'il n'y ait plus ce barrage entre les femmes enseignantes et les étudiantes. Qu'elles se disent que si elles ont des problèmes, elles peuvent aller voir telle femme, au lieu de se tourner toujours vers les hommes pour éviter certains problèmes. Donc ça, là, je pointe les femmes enseignantes. C'est elles qui peuvent avoir la démarche d'aller vers les étudiantes et les mettre en confiance. Leur dire que s'il y a un problème, je suis là. Que ce soit parce qu'elle est harcelée, par exemple. Peut-être que la femme enseignante peut appuyer et peut en parler, je ne sais pas moi, au chef de département ou au doyen, au recteur, pourquoi pas. Dire qu'il y a tel problème, voilà, qui se pose, pour qu'il y ait un peu, c'est ce que j'appelle organiser la résistance, pour que les filles aient confiance, se dire je peux parler à telle dame et elle va me soutenir, au moins moralement, ou des conseils, ou même parfois financièrement, pourquoi pas. C'est déjà arrivé. Moi, tous les profs que je connais ont déjà un jour ou l'autre acheté ne serait-ce qu'un matériel à une étudiante ou à un étudiant. C'est comme ça. Nous-mêmes au centre Akanga, nous ne sommes pas un grand centre. C'est un petit centre culturel à Porto Novo. Nous avons des élèves que nous accompagnons. C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Donc nous avons des bourses que nous donnons. Bourse, c'est un grand mot, hein, mais parce que quand on voit le prix de la scolarité, je parle du primaire ou du secondaire, dans le public, ce n'est pas faramineux. Donc on peut décider, on prend 5
nécessiteux, des élèves qui sont méritants et qui sont dans des familles nécessiteuses, on peut les accompagner. Vous voyez? Donc, moi, je tiens beaucoup à cette notion-là de solidarité féminine pour que les filles ne soient plus tentées d'aller voir un homme, parce que malheureusement, l'aide financière masculine a une contrepartie qui a des conséquences dramatiques parfois. Donc, il faut qu'elle puisse aller vers une femme parce qu'il n'y a pas cette contrepartie-là. Donc là, j'interpelle mes sœurs. Il y a d'autres aspects que peut-être vous n'êtes pas dans l'économie de ces vérités-là. On va les évoquer plus tard pour dire que la femme constitue aujourd'hui encore plus de rédaction pour la femme. Alors, vous parlez donc d'éducation parentale, professeur Thierry Mohan. Qu'est-ce que les parents doivent faire et quels sont aussi les devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents? Avant de venir sur les parents, tout à l'heure, madame a évoqué cette solidarité féminine que j'approuve. Par exemple, les étudiantes peuvent essayer d'avoir des tutrices parmi les enseignantes ou des confidentes. Non pas pour aller du coup signaler l'enseignant qui est dans une logique de harcèlement à l'administration, mais amener cette tutrice-là à aller raisonner de l'enseignant. Tout à fait. Nous sommes tous des enseignants et j'ai vu que tu es dans une mauvaise approche. Je peux t'aborder. Ça peut s'accepter facilement? Bien sûr. Ah bon? Pour dire, parce que vous êtes dans un domaine sensible, la ressource humaine. Oui. Ça peut créer des tensions entre enseignants. Non, ça dépend de l'approche. Le tout dépend de l'approche et de la manière. Oui, elle ne veut pas aller l'agresser. Oui, ne pas aller pour l'agresser. Je peux être en présence de l'enseignant qui a été doigté et je vais sortir juste une petite illustration. Je parle en parabole, quitte à lui de lire dans mes propos ce que je suis en train de dire. Donc je fais sortir juste une petite illustration, une petite anecdote où je peux juste avoir de la créativité et puis je dis quelque chose juste pour l'amener à comprendre que ce qu'il est en train de dire, je peux aller juste donner, je ne sais pas, créer quelque chose et dire bon, c'est ma fille, voilà, qui est à l'université et que voilà, qui a des enseignants que je veux de conseil de lui, que j'ai une fille qui est à l'université, qui a des enseignants qui sont en train de rôder autour et qui sont en train, non pas qui sont en train de tenter de la harceler. Il va se remettre en cause forcément. Et puis, je crée le débat. Nous sommes tous enseignants. Et puis, il va réagir. Il va se remettre en cause s'il est de bonne morale. Merci. Et puis, on peut essayer ensemble de sortir les dégâts, les conséquences, les dégâts collatéraux. Alors, par rapport à la famille? Par rapport à la famille, il est important. Moi, j'ai 2 enfants à l'université. Mon aînée est à l'extérieur. Elle est en 3e année. Et puis, la seconde, elle est en 2e année à l'université, ici à l'UAC. Mais fréquente, parallèlement, elle a fait une double inscription. Elle fait une école française ici. Je vérifie tout. C'est-à-dire? Il y a des tenues il y a des tenues qu'elle ne peut pas porter. Fille de pasteur oblige. D'accord, fille de pasteur oblige. Mais je suis encore beaucoup plus regardant dans les toutes petites manières. Et puis, c'est vrai que tu ne peux pas, je ne sais pas, surveiller une fille et la mettre à la loupe et voir ses comportements. Mais la Bible dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera bonne ou pas. Donc, tu observes un peu plus. Et quand elle porte des choses
et qu'elle veut sortir, tu lui dis non, ça, voici. Elles vous répondront que le monde a évolué. Non. Vos tenues que vous avez eu à faire par le temps, dans le gaspillage des tenues avec les pantalons bizarres et des robes pas possibles, aujourd'hui, c'est plus la peine. Il faut rationaliser. Oui, certes. Mais elle a évolué dans ce système depuis des années. Et il est facile de la raisonner pour lui dire, non pas la brutaliser. C'était avant, quand ils étaient tout petits, que je les brutalisais. Mais maintenant, on s'assoit. On discute d'adulte. Et on discute. Et tu lui dis, voici. Si tu portes de pareilles tenues, tu vas provoquer les gens. Et quand il y a action, il faut t'attendre forcément à une réaction. Et si tu fais ça, tu auras des ennuis, tes études seront court-circuitées. Le harceleur, on ne sait pas quel est un état sérologique. Tu peux te créer des ennuis. Tu es déjà très intelligente, tu n'as pas besoin de pareille chose. Montre-toi responsable. La plupart des enseignants ont du respect pour les enfants intelligents qui se comportent bien et qui sont responsables. Il y a cette distance-là qui se crée naturellement. Qui se crée. Mais quand on voit que tu es un enfant de nature perverse, un peu genre désévolué à la limite, c'est que tu crées l'accès et tu permets. Donc les parents doivent être un peu plus regardants, mais surtout sur le plan financier, que Dieu aide les parents à pouvoir aux besoins des enfants. Ouais. Parce que plus les enfants grandissent, les besoins s'accroissent. Plus les besoins s'accroissent. Si l'enfant doit aller très loin et qu'il doit faire de l'autostop parce qu'il n'a pas de l'argent pour prendre des médias, à force de faire autostop, je vois que le temps est contre nous, mais je vais vous dire ceci. Il y a un étudiant qui a donné ce témoignage-là à mon épouse, qui a une jeune fille apprentie dans son quartier. Et la jeune fille avait de la peine à arrondir cette situation financière, avait de la peine, des difficultés financières. Au point, les immédiats guettaient la fille. À sa sortie. Non, toutes les fois, il est là, il se passait comme un bon samaritain. Mais au finish, un jour, il a pris la fille pour dire, bon, j'irai prendre quelque chose à la maison. Tu m'accompagnes. Et c'est comme ça que qu'il a pu avoir la fille. Donc, il faudrait que les parents soient à la hauteur. La générosité des hommes ne sont jamais sans compensation. Comme l'a dit tout à l'heure, alors, madame. Pour finir, en une minute, votre mot à l'endroit des parents, surtout pour l'éducation des jeunes filles. Il faut suivre de près ce que font les enfants. Même s'ils sont à l'université, ça reste des enfants. En tout cas, ça reste nos enfants. Il faut les suivre de près. Et aussi, tel qu'il l'a dit, il faut que l'enfant travaille. Si l'enfant travaille suffisamment, l'enfant est brillant, ça évite aussi certaines choses. D'aller chercher la facilité pour compenser mes notes, il faut que je... Et il faut aussi éduquer beaucoup les garçons. Parce que le professeur qui est harceleur, ça a été un jeune garçon, ça a été un adolescent. Et de quelle manière a-t-il été éduqué? Est-ce qu'il pense que tout lui est dû et que s'il a une parcelle de pouvoir, il doit s'imposer aux autres? Il faut aussi éduquer le garçon, lui dire que non, tu peux te proposer, la fille peut dire non. C'est pas la fin du monde. Ça ne va rien t'enlever en tant qu'homme. Respecte la réponse de l'autre. Bon, donc moi je mets un point là-dessus, sur les deux côtés, parce que je crois qu'on parle beaucoup aux filles déjà, elles ont beaucoup de consignes sur comment s'habiller, comment se comporter, comment parler, et je crois qu'il n'y en a pas suffisamment pour les garçons. Alors,
Merci donc à vous, Madame Djeki Esso, professeure de dessin, directrice du Centre culturel Akanga. Merci également à vous, Damaz Tcheimoa, enseignant, pasteur et coach également. Merci, c'est un débat qui reste d'actualité. Le harcèlement n'en parlera jamais assez, mais que chacun prenne donc quand même ses responsabilités dans la relation éducative. Le professeur n'est pas un prédateur, mais beaucoup plus un parent qui doit accompagner sa jeune fille pour un devenir. Merci, Susika, et à très bientôt.